Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. On se retrouve aujourd'hui, un lundi pour la première fois, pour le 3e épisode de la saison 3 du podcast. J'en avais entendu parler, un peu comme une légende urbaine, et j'avoue que j'avais du mal à y croire. Et puis Léa, du compte @LéaCR, avait alerté sur les dangers et les pratiques obscures de ces cabinets qui nous promettent le Graal, l'accès à la parentalité en France pour nos familles. Alors je me suis informée, j'en ai parlé avec ma gynéco et je me suis souvenu que Marion et Tiffany m'avaient évoqué à demi-mot un parcours difficile. Je vous parle bien aujourd'hui de PMA clandestine. Oui, la PMA clandestine existe en France. Devant ces noms qui circulent sur les réseaux sociaux et qui nous font miroiter l'impossible, face à la pandémie qui a mis un coup d'arrêt à tous les parcours à l'étranger, évidemment que l'envie d'essayer est tentante. Alors je les ai contactés, je leur ai demandé de me raconter et j'ai été sidérée par le manque d'éthique de certains professionnels qui se disent médecins et qui ont prêté serment. Des professionnels pour lesquels nous ne sommes que des cobayes. L'histoire de Marion et Tiffany m'a fait réaliser combien nous sommes vulnérables et crédules quand on nous parle de conception, combien nous taisons nos intuitions à la faveur d'un rêve. Je vous laisse découvrir leur histoire et j'ai l'espoir qu'elle servira à éveiller votre vigilance face à des comportements déviants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les filles. Bonjour Constance. Bonjour. Donc vous êtes deux, on reprend le rythme des interviews à deux. On vous a déjà entendu sur le podcast à 2 reprises puisque vous êtes les Madame et Madame. Exactement. Et aujourd'hui, je suis venue vers vous parce que vous m'aviez laissé entendre, notamment en MP, que vous aviez un parcours qui était relativement... J'ai pas envie d'employer le mot compliqué parce qu'il est pas très joli, mais en tout cas, vous avez un peu dérouillé sur votre parcours. Vous avez vécu des choses qui, à mon avis, méritent d'être mises en lumière pour justement informer et alerter. Je vais pas en dévoiler plus. Je vais vous laisser vous présenter, vous représenter. Donc on est Tiffany et Marion. On est les auteurs du podcast qui s'appelle Madame et Madame. On s'est rencontrés en 2018 sur un site de rencontre. Assez vite, ça s'est bien passé. Puis on a été ensemble assez rapidement. On s'est installés ensemble assez rapidement. C'est plus moi qui poussais pour ça. Et puis, aujourd'hui, on attend des jumeaux. Oui, alors là, tu m'as fait le tout début et la toute fin. Et c'est génial parce qu'au moins, on voit l'aboutissement de notre relation. Donc, du coup, c'est vrai que je me souviens quand on s'était dit, en tout cas que je vous avais dit, d'ailleurs de façon très maladroite, je pense, que vous aviez été relativement vite dans votre relation, mais parce que vous étiez sûr de vous et c'est pas du tout de l'ordre du jugement. Et en fait, vous avez quasiment commencé un parcours, vous êtes mariés assez vite, on va en reparler aussi, et vous aviez commencé un parcours relativement rapidement dans la foulée. Est-ce que vous pouvez me raconter, en résumé, le début de votre histoire, votre mariage, et puis comment vous en êtes arrivé à l'envie de maternité ? L'envie d'avoir des enfants, on en a parlé tout de suite parce que Tiffany, au premier rendez-vous, m'a gentiment fait remarquer que j'avais 32 ans et qu'il fallait peut-être pas trop que je traîne. Voilà. Au premier rendez-vous, waouh. Oui. Et forcément, la question du mariage dans un couple de femmes, jusqu'ici avec la nouvelle loi, c'était forcément quelque chose qui s'imposait. Donc, on s'était dit qu'on essaierait de le faire avant de commencer à entamer des démarches de PMA. Et donc, c'est Tiffany qui a fait sa demande. On préparait toutes les deux de notre côté et puis elle a dégainé la première. Oui, tout à fait. C'est Tiffany qui a fait sa demande, du coup, quand t'as raconté dans un épisode précédent.
Et puis oui, tu m'as demandé qu'on se marie, puis après tu m'as dit bon bah dans 3-4 mois c'est bon quoi. Ah oui, c'était déjà très très clair en fait. Les échéances étaient rapides parce qu'il fallait avancer quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Donc on a commencé à organiser notre mariage. En parallèle, on a commencé aussi à étudier les possibilités entre la Belgique et l'Espagne. Et puis il y a un truc qui est venu se mettre en travers de notre route parce que on est arrivé au mois de mars 2020 et donc on s'est inscrite à une sorte de réunion qui rassemblait des cliniques espagnoles à Lyon, puisqu'on habitait à Lyon, et dont la clinique Girex en Espagne qui nous a accès. Et voilà, tout ça c'était c'est bien sûr quelque chose qui a été annulé, mais nous on pensait voilà après notre mariage se lancer directement quoi. Ouais. Et donc du coup vous aviez réfléchi directement clinique. Oui, parce que l'artisanal on n'était pas du tout. C'est quelque chose qui nous faisait peur quoi. D'accord. Bon ça c'est pas rien, c'est propre à chacun, oui. Mais je peux comprendre. Donc la réunion a été annulée, on a quand même eu un échange sur Skype avec Girex, ça s'est bien passé, puis on s'est dit on va fonctionner avec eux. Et puis voilà, le confinement s'est éternisé, les frontières restaient fermées, et au détour d'un groupe Facebook, on a découvert qu'il y avait des couples de femmes qui arrivaient à faire leur PMA en France clandestinement, en commandant des paillettes de sperme, donc sur des banques étrangères. D'accord. Avec des gynécos qui étaient dans la combine, si on peut dire, qui pratiquaient les inséminations. D'accord, donc en fait, on est sur le même type d'approvisionnement, on va dire, de paillettes que sur une insémination artisanale, pour certaines. Mais là, l'insémination est pratiquée par un professionnel de santé. Ouais, exactement. Et comment c'est possible ça? Parce que quand tu vois qu'on galère déjà à se faire suivre tout court sur un parcours de PMA, il y en a qui vont au-delà, quoi. Oui, mais il y en a très peu. D'accord. Les gynécos qui acceptent de prendre des risques, il y en a très peu. Et il se trouve qu'en cherchant, on a vu qu'il y en avait un vers chez nous. Et donc ça, tu l'as trouvé sur le fameux groupe Facebook, il y avait un listing en fait? Alors, le groupe Facebook, un peu sous le sceau du secret, dévoilait les identités des médecins, mais c'est vrai qu'en contactant Cryos, donc la plus grosse banque de sperme mondiale, je pense, ils nous ont donné le contact de cette personne qui était près de chez nous. Donc on s'est dit, attends, c'est génial, ça nous évite de à chaque fois prendre 2-3 jours pour se déplacer en dernière minute, de passer les frontières alors que en fait, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le premier jour du déconfinement, on était dans son cabinet, quoi. Ah ouais. Donc oui, ça s'est enchaîné très très vite. Et avant, vous aviez eu contact avec lui facilement? On l'a appelé la dernière semaine du confinement en demandant un rendez-vous. On était hyper nerveuses parce qu'on se disait, c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Pourquoi elle prendrait ce risque pour nous, en fait? Et puis on a eu un rendez-vous hyper rapide. Puis tout s'est enchaîné. Finalement, nous on pensait commencer un petit peu plus tard, mais tous nos projets de voyage tombaient à l'eau avec le Covid. Donc on s'est dit pourquoi attendre en fait. Oui, c'était le bon moment en fait. Ouais, c'est ça. Et donc ce groupe Facebook là, je sais pas si vous avez le droit d'en parler, mais si jamais vous ne pouvez pas le dévoiler là, est-ce que je peux réorienter éventuellement nos auditeurs? Je me rappelle plus du nom exactement, mais c'était des groupes Facebook projet bébé, homoparentalité, des trucs comme ça. D'accord. Et après on a trouvé qu'il existait aussi un groupe spécialement Cryos. Ah oui. Qui devait s'appeler Cryos FR ou un truc comme ça. D'accord. Bon, après, si tu me dis que Cryos, alors ça, je l'avais déjà entendu, qui donnait des noms de professionnels qui pouvaient accompagner. Je suis assez bluffée que eux puissent le proposer, effectivement. En fait, s'ils n'ont pas ces gynécos en France, ils n'ont pas de... Bah oui. Ils n'ont pas de moyens de vente. Travailler en France, finalement. Bah oui, bien sûr. Effectivement, parce que je pense que les cliniques de PMA ne se fournissent pas du tout à l'étranger. Mais il me semble que c'est interdit d'importer ce genre de choses. Alors oui, ça je sais pas du tout. Je sais que globalement la manipulation de gamètes est interdite, mais par le biais, par les particuliers, que l'importation de gamètes par les particuliers est interdite. Maintenant, je sais pas ce qu'il en est pour les professionnels. Ouais, d'accord. Ça, c'est vrai qu'on connaît pas trop la nuance, mais... Oui, non, moi non plus. C'est passé la douane, quoi. Oui. Et donc du coup, ils vous fournissent ce contact, vous avez ce fameux premier rendez-vous. Comment ça se passe? Vous deviez être hyper nerveuse en y allant, effectivement. Ah ouais, carrément, on avait peur qu'elle veuille pas le faire, en fait. Ouais. Donc, vous aviez dit pourquoi vous veniez pour la prise de rendez-vous? En disant, on est un couple de femmes, on aimerait faire un enfant.
Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? Donc elle savait très bien pourquoi on l'appelait en fait, parce que elle nous a expliqué, ben voilà, on commence, vous allez passer tel et tel examen, selon les résultats, on verra si on fait une stimulation ou pas. Et puis quand je vous dirai, il faudra commander les paillettes et les faire livrer ici. D'accord, donc de suite, elle vous lance dans des examens en fait. Ouais, qui étaient les mêmes que ceux que Girex avait demandé. Hein. D'accord, oui, donc en fait c'est une sorte de centre de PMA clandestin quoi. Oui, parce que je pense que la moitié de sa clientèle, c'était des couples de femmes, en fait. À chaque fois qu'on y allait, il y avait un autre couple de lesbiennes, donc elle avait vraiment l'habitude, quoi. Ça et les femmes seules, ouais. D'accord, ok, oui, donc elle est quand même connue sur la place publique, quoi. Oui, elle, toutes les interdites de PMA se retrouvent chez elle. D'accord, ok. Et alors, du coup, comment ça se passe, ce premier rendez-vous? Bah, nous, on avait vu des avis sur Internet qui nous refroidissaient beaucoup. Qui disaient que son cabinet était sale, qu'il n'était pas chauffé, qu'elle était délicate ni dans ses gestes, ni dans ses paroles, qu'elle racontait la vie de ses patientes. Wow. Et puis, on a constaté que tout était un petit peu vrai quand même. Oh mince. Mais on considérait qu'on n'avait pas forcément le choix, en fait. Qu'il y avait des qui acceptaient de prendre ce risque. Et donc, on passait par elle, quoi. On acceptait ses défauts. Et... ses conditions, oui. C'est ça. D'accord. Donc, enfin, ça, je le comprends complètement, surtout quand on est un peu bridé, puisque c'est le cas, on est bridé dans nos choix, en particulier en fin de confinement, où on n'avait aucune visibilité, les frontières étaient fermées. Enfin, il y a un moment, il n'y a pas que le problème des frontières, enfin, il y a aussi l'horloge biologique qui tourne, et on est obligé d'avancer coûte que coûte. Hein. Ouais, moi j'avançais sur mes 34 ans. Ouais. Et puis c'était moi qui allais porter, parce que Tiffany, elle est plus jeune, mais elle n'avait pas envie. Donc, on pensait aussi à ça, c'est vrai. Ben oui. Enfin, moi, j'ai pensé beaucoup à ce moment-là aux couples qui étaient en limite d'âge, entre guillemets, pour des parcours de PMA et qui se sont vus fermer les possibilités d'accéder à la PMA, même dans des pays étrangers. Du coup, j'ai réussi à passer les examens assez vite. Pourtant, c'était pas facile parce qu'encore une fois, il y avait le Covid, donc j'appelais dans des endroits qui disaient non, on n'a pas réouvert ce service. Il a fallu appeler 4-5 endroits, donc on a eu un rendez-vous. Dans la foulée, on est parti, après l'hystérosalpingographie, on est parti directement chez les gynécos. Et qui dit là, vous êtes, je sais plus, j'étais à J7 ou J8 sur mon cycle, et elle nous dit avec sa grande délicatesse, il n'y a rien, c'est plat, en parlant de mes follicules. Donc. D'accord, super. Donc, elle dit, on va commencer une stimulation. Donc, elle nous fait repartir avec des petites seringues. Commence le soir à essayer de regarder comment faire. Fallait faire nous-mêmes les mélanges. C'est elle qui vous a fourni la stimulation ? Ouais, elle en avait dans son placard. D'accord, je suppose qu'elle vous l'a fait payer ? Non. D'accord. Non, c'est des patientes qui en avaient eu en trop, qui lui avaient donné le surplus. D'accord, ok. Bon, c'est déjà ça, quelque part. Ouais, du coup, on a commencé à essayer de faire des piqûres. Ça n'a pas été des moments faciles parce que Tiffany, elle est très... toi, c'est ta phobie, les aiguilles. Et du coup, elle vous a fourni la stimulation sur le mode d'emploi ? Ouais, c'est un peu ça. Elle a fourni une fois, et les autres fois, par contre, on devait aller les chercher à la pharmacie. Ouais. Oui, ça je comprends, mais elle aurait pu vous expliquer comment faire, comme... Non. Vous n'êtes pas médecin, quoi, ni infirmière. Non, puis surtout que je me souviens d'avoir écouté une de tes interviews, c'était une infirmière ou une aide-soignante, je sais plus, que tu interviewais, qui disait qu'elle avait galéré pour faire les mélanges, alors qu'elle était médicale. Et mais nous, on débarquait complet. Ça nous prenait une demi-heure à chaque fois au début. Oh, punaise. Ouais. Non, mais alors qu'il y a des... Bon, après, effectivement, si elle vous a fourni la première fois, voilà. Mais il y a des systèmes qui sont simplifiés quand même. Les stylos, c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. Donc, tu vois, tu peux t'adapter au public que tu as en face. C'est ça. Mais là, c'était son produit, le Fertistart, qu'elle aimait bien. Et même après, quand elle nous a prescrit, c'était du Fertistart. Donc, on a fait ça. On y est allé 3 jours après. Ça n'avait pas fait grand-chose. On a augmenté la dose. On est retourné 3 jours après. Ça n'avait pas fait grand-chose. Et pendant ce temps, en panique, le premier jour, elle avait dit « Mais dépêchez-vous, commandez vite vos paillettes, on sera bientôt au 14e jour, commandez vite. » Donc on les a commandées en urgence, sachant que ça génère un supplément au niveau des frais de livraison qui sont déjà hyper chers. Oui, tout à fait. Heureusement, on avait déjà passé plusieurs soirées pour choisir notre donneur.
Oui, voilà, j'allais te demander, parce que si en plus il fallait choisir en urgence, waouh. Ah non, mais on était dans sa salle d'attente avec l'ordinateur sur les genoux. Moi, en plus, ma carte, je sais pas, ça passait pas. Est-ce que c'est parce que c'était un paiement sur le Danemark ou c'était vraiment un instant de panique. Mhm. Mais on savait quel donneur on voulait. Ça, c'était clair, quoi. D'accord. Enfin, c'était clair après plusieurs soirées quand même. Oui. Oui, je me doute que c'est pas instantané. Le catalogue, il est quand même bien fourni, donc Ouais. Et vous aviez commandé une paillette ou vous aviez bloqué un lot? Comment ça se passe? alors, c'est vrai qu'on peut en réserver, mais là, on a commandé qu'une paillette. D'accord. Et après, on pouvait choisir si ça tenait 7 jours ou 14 jours aussi. Ça, faut prendre en compte. Ouais, par rapport à la glace qu'ils fournissent, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Et bien sûr, plus la conservation est longue, plus tu payes cher. Oui, bien sûr. Quand on dit cher, c'est que ça nous coûtait 400 € à chaque fois, rien que pour le transport. Ouais, même en urgence. Enfin, en urgence, c'est plus cher Ça encore. devait être 350 en classique et 450 en urgence. Oui, d'accord, ok. Avec 120 € de différence. Ouais, ce qui est très cher. Et est-ce qu'elle vous a annoncé des tarifs quand vous y êtes allé pour le premier rendez-vous? Pas du tout. Sur le groupe Facebook, quelqu'un avait dit, moi je lui ai donné 120 € en liquide. Donc on s'est dit, ah ok, c'est en liquide. Nous, on pensait que elle prendrait nos cartes vitales et qu'elle compterait une consultation normale en fait pour Oui. pour l'insémination, comme pour les autres consultations. Mhm. Et donc là, elle nous demande 150 €. On s'est dit, bon, heureusement, on les avait en liquide. Ouais. Donc on lui a donné, mais on n'avait pas du tout parlé d'argent avant, quoi. D'accord, ok. Et donc du coup, parce que je t'ai coupé par rapport à me raconter ton cycle, donc les 6 premiers jours, en fait, a priori, tu réagissais pas au Fertile Start? Ouais. Après, à force d'augmenter la dose, si, ça a fini par réagir. Je crois D'accord. qu'il y a 2 follicules. Donc on a déclenché avec l'Ovitrel. Pareil, l'Ovitrel, on a essayé de faire la piqûre, on n'était pas sûr d'avoir fait comme il faut, on l'a appelé en panique, il devait être 21h. Oh, punaise. Il nous a pas vraiment aidé, mais heureusement, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Heureusement, merci Et YouTube. alors là, insémination, mais la torture, quoi. Ah ouais? J'avais très mal, elle me faisait saigner. Apparemment, mon col n'était pas placé d'une façon qui lui convenait, donc elle avait du mal à y accéder. Mhm. Moi, je soufflais très fort parce que j'avais mal. Ouais. Et puis j'avais mon masque en plus. Bah oui, forcément. Et là, mais non, mais elle s'est surpassée. Son téléphone a sonné D'accord. et ça l'a stressée en fait. Donc elle a dit à Tiffany, allez leur dire que je les rappelle. Non, sans blague. Et heureusement, le téléphone a arrêté de sonner. Moi, je voulais qu'elle reste avec moi. Je voulais pas qu'elle réponde au téléphone. Ouais, tu m'étonnes. Et voilà, on est reparti avec une ordonnance de Progestan, de Provamès, de trucs comme ça pour favoriser l'anidation. Ouais. On a attendu sagement les 14 jours, prise de sang, on s'est retrouvés le midi pour déjeuner et découvrir les résultats ensemble. Et puis, c'était négatif. D'accord. Et pendant ces 14 jours, qui sont très très longs et sur lesquels tu réfléchis, est-ce que vous avez réfléchi à cette insémination? Ah moi, j'espérais que ça avait marché parce que j'avais eu trop mal et j'avais pas du tout envie de recommencer. Oui. Mais du coup, tu t'étais projeté si ça marchait pas, si tu repartais sur une insémination égale ou pas? On n'a pas envisagé de changer de méthode à ce moment-là, même si ça avait été un très mauvais moment. On n'a pas le choix, quoi. Ouais. D'accord, ok. Et alors du coup, mon résultat négatif, je suppose que forcément vous deviez quand même avoir mis pas mal d'espoir dans cette insémination, donc ça a dû être un peu dur. Oui, puis la première fois, tu ressens plein de symptômes, mais tu sais pas vraiment qu'ils sont liés à tous les médicaments, toutes les hormones que tu prends pour favoriser le fonctionnement. Donc, même si c'était la première fois et qu'on se disait quand même, il y a peu de chances que ça soit positif, on savait qu'il y avait quand même des chances. Il y en a pour qui ça marche du premier coup. Oui, complètement. On a pleuré et puis on s'est relancé, quoi. D'accord, donc dès le cycle suivant, vous l'avez rappelé et vous êtes reparti. Ouais, exactement. Même process? Pareil, sauf qu'on a tout de suite fait de la stimulation avec des doses un peu plus élevées. Donc ça a bien répondu. D'accord. Deuxième insémination, beaucoup plus rapide, beaucoup moins douloureuse. D'accord. On a encore sagement attendu le résultat. Et là, petit moment de panique, parce que j'essaie de me connecter sur le site du labo, mais on était en voiture en plus, et puis c'était un nouveau labo, donc mon nouveau mot de passe marchait pas. Alors, mais c'est pas possible, on a reçu les résultats, on peut pas les ouvrir. Ouais, le truc de dingue. Terrible. Et du coup, en voiture, je vois le taux 58, 68, je sais plus. On était Wow.
on se disait, bon, bah ça y est, au bout de 2 fois, bah, on a de la chance, quoi. Bah oui, c'est clair. Donc, bah c'était cool, on a craqué, commencé à acheter des petits t-shirts, se projeter sur la date d'accouchement. Et puis, je sais pas, je trouvais quand même que mes taux étaient pas très élevés. Donc la gynéco était en vacances, on avait prévu un rendez-vous avec elle pour faire une écho et voir, voilà, est-ce que ça s'était bien accroché, est-ce que c'était pas extra-utérin. J'ai fait une prise de sang la veille et le taux avait baissé. D'accord. Voilà. Donc là, vous étiez à 6 semaines d'aménorrhée, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, journée un peu difficile. Tiffany a appelé la gynéco en disant est-ce que ça veut dire que c'est forcément une fausse couche? Le gynéco, ça avançait pas trop. Puis bon, dans la nuit, j'ai perdu du sang, donc c'était... Ouais, c'était assez clair. Mais du coup, c'était la même gynéco que vous voyez pour la première écho, c'est ça? Ouais, elle faisait tout, le suivi, l'insémination, et après la première écho, puis si on avait voulu, elle aurait pu suivre un peu plus loin, mais on se disait qu'on préférait quelqu'un de plus humain pour le suivi. Oui, au niveau de l'échange, elle avait pas l'air très... ouais, pas très dans l'échange, quoi. Ouais, puis bon, voilà, c'était contraignant aussi d'aller là-bas. Elle était très en retard, elle commençait sa journée avec déjà une demi-heure, 3/4 d'heure de retard sur le premier rendez-vous. Ah oui. Donc voilà, niveau organisation, c'était pas le top, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, je suppose que vous laissez passer un peu de temps après cette fausse couche, le temps aussi pour vous de l'encaisser, quoi. Non, justement, on avait besoin d'avancer. Et, on est allé chez elle, elle fait une écho. Moi, je perdais encore du sang. Elle dit non, mais c'est les règles qui sont revenues. Alors moi, je disais non, je vois bien que c'est pas ça, quoi. Elle nous a fait démarrer très tôt la stimulation. Et les règles sont arrivées après, donc on a fait 3-4 jours de stimulation pour rien. D'accord. Voilà, c'était génial. Ouais, super. Très agréable de faire les petits mélanges. C'est quand même des aiguilles qui sont assez impressionnantes. Hein. C'est pas comme les gonades. Ouais. Du coup, on s'est relancé. On a fait un 3e cycle qui a été négatif. On a découvert le résultat en voyage de noces. Oh. Cool. Voilà. On a refait une 4e fois. J'avais vraiment des symptômes très proches de la fois du positif. Donc, je croyais, mais c'était encore négatif. Et donc là, au bout de 4, on s'est dit, bah, on serait dans une clinique espagnole, on nous conseillerait de passer sur une FIV. Ouais, complètement. Donc on commence à évoquer cette idée avec la gynéco qui nous freine en fait, qui nous dit mais ça sera la même qualité ovocytaire, ça change rien, les chances de succès, ça sera pas beaucoup plus élevé. Donc elle était plutôt partie pour nous dissuader. D'autant qu'elle peut pas vous suivre sur une FIV. Non. Bah, elle pouvait faire le suivi, mais c'est tout, quoi. Oui, voilà, vous faire le suivi, mais elle pouvait pas vous encadrer et même pas vous envoyer dans un sécos. Non, alors elle nous disait qu'il faut aller en République tchèque, sauf qu'en fait, la République tchèque, c'est pas ouvert aux couples de femmes. D'accord. Donc bon, on a recontacté Girex en disant, bon, bah, on a fait des inséminations de notre côté, ça marche pas, on veut faire une FIV. Et donc on a passé les examens, la gynéco a accepté de nous prescrire en disant, ok, je vous suivrai. En parallèle, on a fait un 5e cycle d'insémination. Oui, donc en parallèle, vous avez quand même continué. Bah ouais, parce qu'on se disait, imagine, il suffit d'une fois de plus, ça évite de faire tous les trajets, enfin, c'est beaucoup plus cher aussi quand même une FIV. Et je dirais que si vous ont dit ok, ils ont tenu compte, enfin, vous ont pas imposé de commencer quand même avec eux un cycle en insémination? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Par contre, quand on est allé les voir, on avait fait un petit tableau Excel avec les dosages d'hormones et tout, et ils hallucinaient, en fait, ils trouvaient que c'était hyper élevé, quoi. Ouais. Donc, ouais, on s'est décidé avec eux, donc on y allait mi-décembre. On a fixé une date de ponction à fin janvier. Oui, ça allait très vite, du coup, avec Girex. Ils vous ont refait faire les examens ou pas du tout? Non, ils ont tenu compte de ce qu'on avait. D'accord, ok, super. Au moins, ça vous évite de perdre du temps. Oui, c'est ça. Mais du coup, on est reparti avec une ordonnance pour la stimulation. Le lendemain, la seule fois où je suis allée voir la gynéco seule pour avoir l'ordonnance, elle me suis fait engueuler tout le long. Il n'y a rien qui lui convenait dans l'ordonnance. Elle m'a dit, je vous la fais, mais la prochaine fois, vous vous débrouillez. Sympa. Très sympa. Et en fait, je me suis pas aperçue, mais elle l'a fait que partiellement. En fait, il y avait 6 jours de traitement sur les 10 nécessaires. Ouais, d'accord. On nous a complètement planté, quoi. Sur les prises de sang que Girex avait demandé, elle avait fait une ordonnance, elle avait oublié des trucs, enfin bon. Ouais, elle a fait par-dessus la jambe, quoi. Ouais, complètement. Et puis du coup, bon, bah,
ça a été un peu le stress parce qu'on s'est retrouvé un mois avant la ponction à devoir trouver en urgence un gynéco qui accepterait déjà de nous prendre dans un délai super court, de fixer des rendez-vous d'échographie sur les dates qui étaient demandées par Girex et le matin exclusivement, qu'on puisse envoyer les résultats à la clinique après, et qui accepte de suivre des couples de femmes aussi. Oui, bah oui, complètement. Et vous avez trouvé comment cette perle? Les groupes Facebook. La réponse du jour, c'est les groupes Facebook. Ouais. Non, mais comme il n'y a pas d'infos officielles, puisque non, mais c'est vrai, t'as raison. Encadré, c'est pas légal, tu peux rien faire d'autre que de te tourner vers les autres personnes qui sont en train de vivre ce que tu vis ou qui y sont déjà passées, et heureusement que ça existe, du coup. Bah oui, complètement. Et c'est d'ailleurs, je pense, la meilleure source d'information. Ah oui, complètement. Et du coup, bon voilà, après, c'est... Déjà, on est arrivé en Espagne, ils nous ont accueillis dans une salle d'attente chauffée. La révolution. Le confort moderne. C'était incroyable, quoi. Ça a dû vous faire du bien, n'empêche. Enfin, vous avez dû vous sentir de suite rassuré. Complètement, ouais. Limite, on a regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Oui, mais après, vous n'auriez pas forcément pu dans le contexte. Non, c'est sûr. Et du coup, donc, vous avez réussi, oui, logiquement, puisque vous en êtes arrivé à aller faire la ponction, vous avez réussi à trouver et le cabinet d'écho qui pouvait vous faire les échos le matin et le gynéco qui vous a fait les ordonnances valables. Ouais. On est dans un cabinet spécialisé PMA et voilà, il n'y a eu aucun problème. Alors, elle nous avait fait les ordonnances en disant je vous les fais, mais j'ai pas trop le droit. Donc, à chaque fois, on se sent gêné, on se sent pas à notre place. Bien sûr, mais je crois qu'ils sont quand même obligés de le préciser, tu vois, pour pas que ce soit... Enfin, tu vois, que le jour où ils sont obligés de nous dire non ou stop, on le comprenne, quoi. Ouais. Bah, du coup, oui, tout s'est bien passé. La ponction a été plutôt efficace, puisqu'on est ressorti de tout ça avec 9 embryons congelés, quand même. C'est plutôt très beau comme résultat. Ouais. On est retourné en Espagne le cycle suivant pour le transfert. On a pris le risque de transférer 2 embryons. Il vous avait mis en garde ou pas en garde, entre guillemets, il vous avait donné les risques de grossesse multiple? Il nous disait 25%. D'accord, ok. Ouais, je pensais que c'était plus important que ça, tu vois. Je sais pas si ça dépend des cliniques. Non, mais je peux pas te dire, moi je suis jamais allée jusqu'à la FIV, donc du coup je sais pas quelles sont les statistiques. Bah, du coup, nous, on acceptait le risque. Et après, on a presque patienté sagement jusqu'à la date du test. Mais on a vu un bébé le week-end. On devait faire le test le lundi. Le samedi, on a vu un bébé. Donc non, mais il faut pas ça. Supermarché, acheter un test. J'avais pas eu le temps de le reposer, qui était déjà positif. Donc waouh, ça a dû être super comme sensation. Enfin, la fin du long parcours, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, pourquoi vous avez fait le choix, si c'est pas indiscret bien sûr comme question, pourquoi vous avez fait le choix d'en implanter 2? Bah parce qu'on voulait que ça marche. D'accord. Et vous avez dit que en mettant 2, il y avait plus de chances que ça marche ou il y avait plus de chances de multiples? Les 2. D'accord. Bon, forcément plus de chances de multiples, mais... Ouais, avec 2, je crois que c'était 75-80%. Oui, il y avait dit 60-70% de réussite. Ouais, donc c'était vraiment beaucoup. Après avoir eu 5 échecs, c'est vrai qu'on s'est dit ah ouais. Ouais, c'est clair. On voulait vraiment voir la fin, et en plus le fait de se déplacer en Espagne, c'est lourd, quoi. Donc, bah oui, puis ça a un vrai coût, la FIV. Pour le coup, c'est encore plus cher. Oui. Ah oui, complètement. Bah oui, parce que là, si on résume, je me permets de bassement revenir à des considérations matérielles, mais si on résume, les inséminations artificielles, elles vous ont coûté en gros 750 €, c'est ça, je pense, avec entre la paillette, les frais de transport et la gynéco? Et non. On aurait bien aimé. Ah bon? Non. Non, en gros, il y avait, on va dire, 900 € de paillettes, 400 € de transport, 150 € pour la gynéco. 900 € de paillettes? Ouais, après, nous, on prenait des donneurs où on avait beaucoup d'informations. S'il y avait moins d'informations, je crois qu'on payait moins cher. Ouais. Alors, par contre, c'était pas identité dévoilée. Identité dévoilée, ça aurait été plus cher. Oui. Mais aussi, on prenait du mode 30. Oui, en fait, il y a différents modes. Oui. En gros, plus le mode est élevé, plus on va dire la qualité du sperme est bonne. Ouais, voilà, ouais. Donc nous, on prenait le maximum. D'accord. Oui, parce que tu vois, moi, pour le coup, alors évidemment, c'était il y a 9 ans maintenant, 10 ans, j'avais souvenir qu'en Belgique, la clinique nous facturait 200 € la paillette. Ouais, mais ils doivent avoir des tarifs préférentiels. Alors, je pense, on n'avait aucune info sur le donneur, mais eux, en fait, ils prenaient l'initiative de choisir un donneur qui correspondait aux critères physiques de la deuxième maman.
Enfin bon, c'est ce qu'ils ont dit, vu que mes filles sont toutes blondes. C'est mort, c'est sûr, c'était pas ça. Et après, on n'avait pas donc l'identité était anonyme, complètement anonyme, et on n'a aucun moyen d'avoir quoi que ce soit comme info. Donc vraiment, c'était, je pense, la base. Nous, en fait, on avait, mais c'était vraiment le catalogue. Déjà, on pouvait faire les filtres comme on voulait, en fonction de la taille, du poids, de la couleur des yeux, de l'origine ethnique. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme. Là, il y avait des photos de quand ils étaient bébés. Ouais, aussi. Questionnaire sur leur personnalité. C'est quoi leur animal favori? C'est quoi leur sport favori? Leur hygiène de vie aussi, l'historique de santé de leur famille. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, après, c'est beaucoup des gamins, hein, des étudiants, en fait, qui doivent vouloir gagner un petit peu de sous. Et c'est vrai que pour nous, cette décision de passer sur la FIV, c'était un peu difficile aussi parce que on perdait complètement la maîtrise sur ça, en fait. Oui, complètement, parce que du coup, derrière la clinique, c'est eux aussi qui font le choix du donneur de leur côté, c'est ça? Ouais. Bon, en fait, on peut choisir soit c'était le phénotype de Marion, soit le mien. Après, on a juste eu accès à la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le groupe sanguin. C'est les seules infos qu'on avait. Ah ouais, non mais moi j'ai même pas le groupe sanguin. Et comme en France, les enfants sont plus testés, je sais pas quel est le groupe sanguin de mes filles. La grande a 9 ans quand même. Ah oui, d'accord. Donc, on sait que le donneur est blond. On est brunes toutes les deux, pourtant. Ah, c'est marrant ça. Mais alors, ils se sont basés sur quoi? C'est un peu ce qu'on se pose comme question. Sur ce qu'ils avaient de disponible. Ok. Les yeux bleus, parce que Marion a les yeux bleus, donc ils ont dit que le donneur a les yeux bleus, à mon avis. Ils ont trouvé quelqu'un qui avait les yeux bleus, quoi. Ouais, ça doit avoir vu les yeux bleus en Espagne. En tout cas, donc, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que vous aviez perdu un peu un peu de visibilité, on va dire, sur la FIV, quoi. Oui. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est un don anonyme, semi-anonyme? C'est 100% anonyme. 100% anonyme. C'est le cas systématiquement en Espagne, c'est ça? Ouais, c'est la loi espagnole. Alors, nous, on pourrait avoir d'autres enfants avec le même donneur, parce que, comme on a fait une FIV, il nous reste des embryons. Oui. Mais dans le cadre d'une insémination artificielle, ça serait pas possible du tout. D'accord, ok. Par rapport à tout ça, donc par rapport à la FIV, est-ce que donc cette fameuse première FIV qui a été positive, alors assez rapidement, enfin en tout cas le taux devait être très bon vu que le test est passé à très vite virer. Moi j'ai remonté un peu le fil de notre conversation tout à l'heure, alors bêtement pour retrouver ton mail, tout simplement. Et je suis retombée sur le message où que tu m'avais envoyé, tu m'avais dit c'est positif et vu les taux, on se demande combien ils sont là-dedans. Mais oui, complètement. On était en panique, en fait. Parce que nous, on se disait... Enfin, surtout moi, je me disais, des jumeaux, ça serait cool. Enfin, il y en a dans ma famille. J'ai toujours dit que peut-être j'avais un terrain favorable et ça me plaisait bien. Et ouais, on a vu le taux 2400. Sachant que quelques semaines avant, sur le groupe de la clinique, parce que je dirais qu'ils ont un groupe qui est assez vivant sur Facebook, il y a une fille qui poste en disant « Oh là là, la panique, je suis à 1200, tout le monde lui a dit il faut que tu changes de voiture ». Et du coup, elle a fait une écho, et effectivement, elle attendait des jumeaux. D'accord, oui, à 1200. Mais bon, tu sais pas à quel stade elle a fait sa prise de sang. Pareil que nous. C'était en gros 12 jours après le transfert, tu fais ta prise de sang. Donc elle était à 1200 avec des jumeaux, nous on était à 2400. Et là, on a eu peur, quoi. On a eu peur, 8 heures après, je refais une prise de sang. C'était à 6000, donc ça avait plus que doublé. T'as envisagé les triplés? On s'est dit que c'était une possibilité, donc oui, comment ça fait que toi t'en avais eu? On t'a donné des photos qui, a priori, étaient assez classiques. Ouais, non, on était complètement paniqués, quoi. Là, j'ai fait un appel en disant, c'est bon, vous pouvez arrêter de se faire des prises de sang, là, on a des bons taux. Et elle a dit oui, c'est peu probable qu'il y en ait qu'un, quoi. Oui, évidemment. Et je me souviens effectivement que vous m'aviez demandé mon taux, mais moi, mon premier taux, et j'en ai fait qu'une, à chaque fois, on m'a jamais fait faire plus de prises de sang que la première. Ah ouais. Mon taux, il était à 207, je crois. Ou 217. Donc, il était hyper bas. Enfin, il était bas. Il était beaucoup plus haut que pour Juliette, mais il était relativement bas par rapport à vous. Ouais, c'est ça. Non, mais non. On avait peur, quoi. Donc, tu m'étonnes. T'as plein de futurs parents, quand le gynéco leur annonce que c'est des jumeaux, ils tombent des nues, ils sont en panique. Nous, c'était le soulagement, quoi. Oui, raconte-moi cette première écho. Du coup, vous l'avez eu rapidement ou pas? On l'a eu 2 semaines et demie après, je crois. Donc, c'était un petit peu long d'attendre, justement, parce qu'on se disait, mais on veut savoir combien il y en a. Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a peut-être même 4? On sait jamais.
Ouais, mais 2 semaines et demie, enfin ça c'est tout l'avantage entre guillemets des FIV, c'est que t'attends pas 12 semaines pour savoir si, enfin 12 ou 8, parce qu'en l'occurrence souvent sur les codes de datation t'es à 7-8 semaines. Ouais. T'attends pas autant quand même, donc ouais. Mais bon, c'est sûr que c'est long. Ouais, c'était très long, et puis bon bah voilà, ça nous a bien soulagés. De savoir qu'il y en avait 2, c'était cool. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, vous l'avez accepté. Bon, de toute manière, vous vous y étiez préparé, je pense, en demandant 2 embryons. Vous aviez forcément réfléchi à la possibilité de la gémellité. Oui, c'est quelque chose qu'on envisageait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez parlé, alors là, je vais vraiment beaucoup plus loin. Je ne sais pas si Tiffany avait pour idée, à un moment donné, peut-être de porter un enfant après la première grossesse, ou toi, d'en faire un deuxième. Est-ce que vous aviez imaginé potentiellement repartir? Potentiellement, mais moi j'aurais plus vu Marion, en fait. Je ne lâche pas, je reste sur mes positions, ok. Non, après placer des jumeaux, la question, je pense, se pose un petit peu moins. On verra peut-être dans 2-3 ans, hein. On a envie. Oui, vous avez le temps d'atterrir. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est une très belle aventure. Je pense que je passe mon temps à dire que les multiples, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très enviable. C'est une très très belle aventure. Mais voilà, il y a beaucoup de fatigue aussi, faut pas le nier. On s'y attend un peu, mais c'est vrai que on se disait, on en fait un, on aura sûrement envie d'en faire un deuxième après. Mm-hmm. Ils seront déjà 2. Bon, Tiffany, c'est vrai que de me voir subir le parcours, ça lui a pas forcément donné envie de vivre la même chose. Après, on a des embryons, il faudrait pas repartir de zéro, il y aurait juste à refaire des contrôles, un transfert. Mais oui. Même la grossesse, moi, en ce moment, c'est très inconfortable pour moi. Ça lui donne pas envie de vivre ça, et moi, ça me donne pas spécialement envie de le vivre à nouveau non plus, quoi. Attention, c'est une grossesse gémellaire. Hein. Oui, ce n'est pas une grossesse classique. Mais oui, non, mais ça, je peux complètement le comprendre. Et puis, franchement, c'est beau. Hein. Quel que soit le nombre d'enfants, de toute manière, tant qu'on est bien dans notre famille, qu'on se sent complet. Enfin voilà, c'est une décision aussi qui est propre à chacun. Ouais, complètement. Et du coup, tout à l'heure, je vous posais la question, donc tu m'as répondu effectivement sur Instagram. Vous avez réfléchi, on vous a informé de suite de ce que pouvaient devenir vos embryons si vous vous arrêtiez à ce premier transfert? Oui, on a dû signer des décharges déjà avant même la ponction. Mm-hmm. En gros, il y a plusieurs possibilités. Soit on choisit de les donner. Mm-hmm. Et ça, c'est difficile parce qu'en fait, c'est des enfants qui seront conçus avec mon ADN. Tes ovocytes. Mm-hmm. Ouais. Et qui partageront complètement le patrimoine génétique de nos enfants. Donc ça, c'est difficile à envisager. Ouais, je comprends. De détacher par rapport à ça. On pourrait les donner pour de la recherche, sauf que j'irais que s'ils en font pas. D'accord. Ou sinon, il faut payer la conservation jusqu'à ce que j'ai 50 ans ou que j'ai une maladie qui empêche qu'on me les implante. Même si on pourrait aussi les implanter chez Tiffany, hein, puisqu'on est mariés, ils nous appartiennent à toutes les deux, mais... Donc oui, là, tout à fait. Pas trop. Ou on les détruit. Oui, voilà. Il y a quand même cette possibilité-là qui vous est laissée de les détruire ou pas? Pas tant que j'ai pas 50 ans. D'accord. Donc, il faut que tu payes la conservation jusqu'à tes 50 ans. Et là, une fois que la ménopause, en gros, est enclenchée, ils acceptent de les détruire. Ouais. Soit ça, soit une maladie que j'aurais qui empêcherait de tomber enceinte. Donc, en fait, le choix est pas large. Soit tu payes la conservation, soit tu les donnes. Par les détruire. Ouais, c'est ça. Ouais, on en parle pas mal. On n'est pas très à l'aise avec ces possibilités, en fait. Ouais. Alors, je le comprends. C'est vrai que c'est pas simple de se dire qu'on peut avoir un enfant de nous, quelque part, ailleurs, enfin, dans une autre famille. Après, il y a aussi le côté permettre l'accès à la parentalité des familles qui ne pourraient pas l'avoir. Mais ça, enfin voilà, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est trop intime. Ouais, c'est vrai que sur les deux, on va dire qu'on a fait 2 parcours différents. Il y a des inconvénients sur les deux. Sur le premier, bon, ça a été accepté de la part d'un médecin des comportements qui sont pas forcément normaux. Ça a été accepté une grosse part de stress parce que tu commandes tes paillettes et t'es là à surveiller toujours le suivi de livraison, est-ce que ça va bien arriver à temps, machin. Ouais, c'est clair. Manquer d'accompagnement aussi sur le choix du donneur parce que quand est-ce que tu changes, ça ne nous guidait pas du tout, quoi. Voilà, Globalement, elle n'avait pas l'air d'être dans la communication. Pas du tout.
Nous raconter ses vacances, sa séance de tennis, nous mimer sa chute où elle s'est cassé le poignet. Ça, oui, elle nous faisait. Hein. Mais vraiment, Tiffany, elle rigole. On a dit quand elle mimait, elle allait vraiment retomber. C'était quand même une dame assez âgée qui avait largement dépassé l'âge de la retraite. Franchement, pour nous, ça a été très stressant. Quoi. Et puis la FIV, il y a vraiment la lourdeur du traitement parce que autant moi les stimulations pour les inséminations, j'ai pas eu d'effets secondaires, mais pour la FIV, j'étais complètement KO quoi. Ouais. Ça c'est ce qui est dit, effectivement. Mais voilà, on s'est senti beaucoup plus accompagné quand même. Oui, mais en fait, c'est surtout que quand tu passes par une clinique, tu as une grosse part qui est déléguée, en fait. Toute la part de stress est déléguée. Bah, tu as moins de choix, mais tu as moins de choses sur les épaules aussi. C'est ça, exactement. Pour moi, le moment le plus... Enfin, il y a eu 2 choses difficiles. C'est le fait que à chaque fois, on avait 2 avis. On avait l'avis du gynéco français qui nous disait « Ah, bah là, je pense qu'ils vont vous augmenter les doses. Je pense qu'ils vont vous décaler la ponction. » Et on envoyait les résultats à Girex qui disaient « On maintient. On garde les mêmes doses, on garde la date de ponction. » Et on se disait, mince, qui a raison, quoi. Ouais, ça c'est difficile aussi d'avoir les 2 sons de cloche. Ouais, complètement. Et la ponction, pour moi, ça a été un moment très difficile aussi parce que je me suis retrouvée dans un bloc avec des gens qui s'agitaient autour de moi, qui me manipulaient sans m'adresser la parole parce que j'allais pas comprendre ce qu'ils me disaient. Ça, c'était un moment difficile et c'est vrai que tout ça, ça a développé chez nous vraiment une grosse rancœur vis-à-vis de la France dans laquelle on paye comme tout le monde nos impôts, nos cotisations. Et on a dû faire ça clandestinement comme des criminels. Ça, c'est pas facile. Ouais, j'espère vraiment qu'on arrivera à un moment donné à ce qu'on puisse avoir les mêmes droits que l'ensemble des citoyens français, on va dire. Ils ne sont pas dans nos cas. Mais j'ai encore des doutes. Hein. On verra. Ouais, on verra. De toute manière, là, les décrets vont paraître et je pense qu'on en saura déjà un petit peu plus. Ouais. Et donc, pour en venir au bon côté de votre parcours, donc là, tu es enceinte, tu l'as dit tout à l'heure, tu attends des jumeaux qui sont prévus pour le mois de fin octobre, c'est ça ? Ouais, exactement. Wow, là, ça s'approche très fort. Oui, on a hâte qu'ils soient là. Tout est prêt, on a acheté une plus grosse voiture, on a préparé leur chambre, et ils n'ont vraiment plus qu'à arriver là. D'accord, bon, ça c'est top, et franchement, c'est mérité. Vous avez un parcours vraiment qui est... je pense pas si atypique que ça, mais pour le moment, vous êtes les premières qui m'ayez raconté cette possibilité d'insémination en cabinet. J'en avais entendu parler par ma propre gynéco qui m'a précisé que avant, donc c'est plus le cas maintenant, mais qu'avant son cabinet le pratiquait aussi. Et qu'ils espéraient qu'avec la nouvelle loi bioéthique, ils allaient pouvoir à nouveau le pratiquer. D'accord, oui, mais ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose parce que je pense que les sécos, ils vont être débordés, ils vont pas arriver à tout gérer et que ça va faire que retarder plus l'accès à la parentalité de certaines familles. Mais bon, ça c'est encore... voilà, je pense que ça mettra un peu de temps avant de se mettre en place. Ouais, c'est possible. Puis voilà, il faut qu'il y ait du contrôle quand même, parce que quand on voit les dérives, bon là, enfin votre ancienne gynéco, elle est complètement dans l'illégalité et dans la dérive, soyons clairs, mais ça prouve bien que les dérives arrivent. Ouais, complètement. Bah, ce qu'elle fait, c'est pas légal, et ça nous arrange bien qu'elle soit prête à le faire. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun encadrement, quoi, par rapport à une clinique où il y a des protocoles, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir. Oui, complètement. Et vous savez d'ailleurs, parce que du coup, je suppose que via vos groupes Facebook, celui en tout cas qui vous a recommandé cette personne-là, vous devez avoir de la visibilité sur le nombre, peut-être pas le nombre de bébés, mais s'il y a des bébés qui sont nés de son cabinet. Il y en a, et c'est rarement des grossesses simples, parce que elle a pas de limite, genre vous avez plus de 2 follicules, on fait pas. Hein. Donc, d'accord. Les couples qu'on connaît ont eu soit des jumeaux, soit des triplés avec elle. Des fois, oui, d'accord. Beaucoup de follicules justement, et ça peut faire des grossesses très compliquées. Ouais. Elle manque un peu d'éthique, effectivement, je pense. Nous, c'est vrai que je crois que c'était sur la 3e, c'était un petit peu n'importe quoi après la fausse couche. J'avais un taux d'oestradiol qui était hyper élevé, donc elle a voulu le bloquer avec d'autres produits en injection. Je me suis retrouvée ovulée spontanément avec 9 ovocytes, enfin 9 follicules. Oh punaise. On n'a pas réalisé donc que c'était complètement taré ce qu'on faisait, mais elle a fait l'insémination à ce moment-là, quoi. Un peu des cobayes. Ouais, mais c'est ça en fait. Tu sens qu'il y a peut-être un peu un syndrome de toute puissance. Alors attention, je suis pas psy, hein, mais tu sens un peu ça, quoi. On a l'impression qu'elle s'entraînait, que c'était un petit peu Frankenstein, quoi. Ouais, c'était peut-être ça aussi. Et j'ose pas, là, elle devait avoir 70 ans, cette personne, mais j'ose pas imaginer, en fait, au début, quand elle commençait à faire ça,
de vraiment faire en mode test en fait. Et je pense que des fois elle a eu des cas de surstimulation. Oui, très certainement. Il y en a déjà dans les cliniques, alors imagine quand ça se passe comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est vrai que quand je suis arrivée chez elle avec l'ordonnance de Girex, en fait elle avait pas envie de la faire, l'ordonnance. Elle dit si vous faites une hyperstimulation, vous venez pas me voir. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Il prévenait ce risque là on n'a pas déclenché avec de Dolovitrel, on a déclenché avec du décapeptyl. Et du coup, par contre, on savait que le transfert ne pouvait pas se faire dans la foulée. Parce que le décapeptyl endommageait un peu l'endomètre, mais il évitait l'hyperstimulation. D'accord. Franchement, ils m'ont pris 19 ovocytes, j'ai pas du tout eu mal, quoi. Ah oui. Alors qu'elle, c'est clair qu'elle m'a fait prendre des risques. On n'en avait pas eu conscience à ce moment-là, mais... Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que je sais que Léa du compte Léacre, enfin Léa CR, a alerté justement pendant l'été sur les pratiques en cabinet. Notamment Néco, ouais, justement. Ouais, et je suis sûre qu'il y a d'autres cabinets qui le pratiquent et qu'effectivement il y a de la mise en danger, essentiellement parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc surtout évidemment c'est plus simple, mais je pense que l'idée c'est de retenir qu'il faut s'écouter, parce que vous l'avez senti du premier coup, vous vous êtes dit c'est quand même pas terrible, quoi. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marion et Tiffany. Donc là, vous allez accueillir vos bébés. Je pense que l'épisode, on se l'est dit, sortira un peu après la naissance. On va voir comment ça se passe pour vous. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bel accueil. Vraiment, vous avez... voilà. Moi, je vous suis depuis un petit bout de temps maintenant, donc j'ai très très envie de vous voir devenir maman. Et d'ailleurs, votre compte, il va changer de nom ou pas? On n'a pas pensé à ça. On n'y a pas pensé, ouais. Je vous soumets l'idée, on sait jamais. On va voir. C'est une idée à réfléchir. Oui, en tout cas, je vais inviter nos auditeurs à venir vous retrouver sur votre compte et sur votre podcast, parce que je ne l'ai pas reprécisé, mais donc vous êtes aussi podcasteuse. Donc le compte, c'est Madame et Madame. Exactement. Voilà. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir donné la parole, et puis à très vite. Je vous en prie, et je vais être informée. Hein. Oui. À très bientôt, les filles. Évidemment, très peu de chiffres circulent. Nous ne connaissons rien au taux de réussite de ces cabinets, au nombre d'enfants nés de ces gestes réalisés dans l'intimité d'un cabinet de gynécologie. Comme le disent Marion et Tiffany, le secret est véhiculé par les réseaux sociaux et tout le désappointement qui peut être rencontré durant ces parcours aussi. Je le dis sur la fin de l'épisode, vous pouvez retrouver Marion et Tiffany sur le podcast Madame et Madame et sur leur compte Instagram @Madame et Madame. Je ne vous dévoile rien si je vous dis que leurs petits bouts n'ont pas encore pointé le bout de leur nez. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez le noter sur Apple Podcast et surtout le partager. Je pense que sur ce type d'épisode-là, il est urgent et très important de véhiculer de l'information pour que chacun et chacune puisse faire confiance à son intuition. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, pour que l'on commence ou poursuive cette discussion et que l'on en commence de nouvelles. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee. And
My bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.